Jamais ça aille. Eh ben, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va visiblement démarrer sans slide, c'est pas très grave. Je suis très heureux que vous soyez... J'ai carrément plus de micro, c'est la totale, c'est pas très grave. J'ai des slides, incroyable, j'ai tout ce qu'il faut. Pour bien démarrer et pour nous mettre en jambe, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse une petite photo tous ensemble. Et les gens qui veulent pas être sur la photo, bah, vous mettez juste votre main sur votre visage. Allez hop, tout le monde sourit. Hop là, oh, je suis pas dessus. Parfait, trop bien. Petit contexte rapide sur Vite, c'est un outil, c'est simple, il est présent partout. Prenez le nom d'un framework que vous connaissez, tant que ce nom n'est pas Next, il y a Vite dedans. C'est utilisé par Angular, React, Vue, Next, Astro, Tinstack, blablabla, bref, plein d'autres. La question qui est intéressante, c'est pourquoi Vite fait tant l'unanimité? Ben, parce que c'est un bundler qui n'est pas comme les autres. Peut-être que bundler, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Peut-être que Webpack, en revanche, ça vous parle un petit peu plus. C'est le bundler qui, sur ces 10 dernières années, a été majoritairement utilisé et qui reste encore aujourd'hui très utilisé. Mais on le voit là, juste là, ben, ça commence à stagner, alors même que le web a continué de progresser. Et ça s'explique parce qu'il n'est plus tout seul, il y en a d'autres. On a Vite, RSPack, Snowpack, SWC, bref, d'autres. La question qui est intéressante, c'est pourquoi Vite a pris le dessus et aujourd'hui fait l'unanimité. Et bien, c'est ce que je vous propose qu'on voit aujourd'hui. Alors peut-être que bundler, ça ne parle pas forcément à tout le monde, donc on va le voir ensemble. Je m'appelle Esteban et je suis ingénieur logiciel chez Takima. J'ai une confidence à vous faire, je suis addict au front et j'ai découvert Vite il y a quelques années et j'ai eu envie de vous partager un condensé de tout ça. Et petit autre truc à vous dire, cette année, petite nouveauté, vous allez pouvoir avoir un impact fort sur ce talk. Vous allez avoir la possibilité de choisir le thème de cette conférence. Pour ça, vous allez pouvoir scanner le QR code juste là, et puis vous allez pouvoir arriver sur une application sur laquelle vous allez pouvoir un petit peu cliquer à droite à gauche. Je vais vous laisser découvrir. Puis nous, pendant ce temps, on va pouvoir découvrir ce que c'est qu'un bundler. Aujourd'hui, on a l'habitude de démarrer nos applications avec un exécutable. Cet exécutable, il est produit par un compilateur. Et bien en fait, dans le web, c'est exactement pareil. On a un bundler qui va produire un bundle, et finalement, on peut vraiment associer le bundler au compilateur et le bundle à l'exécutable et voir ce bundle comme l'exécutable du web. Donc tout ça, c'est très chouette. On a compris ce que c'était qu'un bundler, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qu'est Vite. En 2026, est-ce qu'on ne demanderait pas à l'IA ce qu'est Vite? Donc on va lui demander, je suis nouveau dans le monde du développement web, qu'est-ce que Vite et comment ça fonctionne? Allez, on lui demande, elle recherche sur Internet, et puis elle réfléchit, et puis elle réfléchit encore, et puis elle répond, mais là c'est super long, et moi j'ai que 45 minutes, et j'ai vraiment envie de vous donner un condensé de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur Vite? Vite, c'est un serveur web avec requête HTTP réponse. C'est basé sur la module ECMAScript avec les fichiers import-export. Ça transforme des fichiers à la demande, et puis c'est extensible avec des plugins. Et voilà, vous savez tout sur Vite. Mais ça nous pose quand même une petite question, tout ça, c'est que c'est pas très visuel. Et on aime bien les trucs un petit peu plus visuels, on aimerait bien savoir quand même plus concrètement quelles parties interagissent entre elles. Donc on a d'un côté notre navigateur. On a de l'autre côté notre système de fichiers, dans lequel c'est une application vite vue TypeScript tout à fait standard, c'est le starter. On a dans notre fichier par exemple main.ts, l'import de vue, l'import de app.vue et la création de l'application. Là j'ai choisi de prendre vue, mais on aurait pu prendre n'importe quel autre framework. Et puis on a notre index.html, on a tout ce qu'il nous faut. Au milieu, rapidement, on va placer Vite. On va avoir des requêtes HTTP entre notre navigateur et Vite va venir lire le système de fichiers pour derrière pouvoir renvoyer une réponse au navigateur. Ce que je vous propose, c'est qu'on se place dans le navigateur et qu'on intercepte un petit peu les requêtes et qu'on les analyse.
Donc si on se place dans le navigateur et qu'on regarde toutes les requêtes, on a tout ça qui apparaît. On voit qu'au départ, on charge donc la racine, qui est en fait notre document index.html, dans lequel on va avoir le client vite ici, dans la réponse, et le main.ts. On va du coup ensuite pouvoir charger le main.ts, dans lequel on va charger le style.css, vue, et notre composant app.vue. Et puis ensuite, on va charger notre style.css, dans lequel... Ok, donc on avait du CSS sur notre disque, et là on voit carrément pas... Enfin si, on cherche un peu là, on a du CSS, mais ça ressemble quand même beaucoup à du JavaScript, tout ça. C'est même du JavaScript, ok. Et puis ensuite, on va charger vue, et puis après, on va charger notre fichier app.vue, dans lequel... Ok, donc on a encore du JavaScript, alors qu'on le voit ici, on avait bien un composant vue, mais visiblement, Vue a renvoyé à notre navigateur du JavaScript. Ok, très bien. On va démystifier ça un petit peu plus tard, mais en tout cas, là, on a une vision beaucoup plus claire sur ce qu'est Vite, et surtout comment il interagit entre nos fichiers et notre navigateur, et comment on va pouvoir derrière l'utiliser. Je vous l'avais dit au départ, donc c'est un bundler qui n'est pas comme les autres, mais du coup, pourquoi il n'est pas comme les autres et pourquoi il a pris le dessus? Déjà parce qu'il utilise l'ESM nativement, et du coup, il va pouvoir directement servir nos fichiers JavaScript à notre navigateur plutôt que de faire un bundle, comme le fait Webpack. Du coup, il a un dev server qui est extrêmement performant, puisque vous le démarrez, il démarre. Vous n'avez pas à attendre 3 minutes, pas besoin d'aller se faire un café. Il fait de la transformation on demand, donc vous demandez un fichier, vous pouvez faire la transformation et renvoyer des modifications. Il a une configuration beaucoup plus simple que les autres, et puis surtout, il est aligné avec l'écosystème, puisque dessous, il va utiliser Rollup, et donc vous allez pouvoir réutiliser tous les plugins de l'écosystème Rollup, qui étaient déjà présents à ce moment-là. Tout ça, c'est très chouette. J'ai peut-être employé depuis le début des termes encore qui ne vous parlent pas trop, et puis même dans la suite de la présentation, il y a différents termes qu'on va voir ensemble, et je préfère qu'on soit tous raccords sur leur définition. Le premier, c'est donc les modules ECMAScript. Globalement, il faut le voir comme étant un fichier qui va utiliser les imports et les exports. Donc on a le main.ts par exemple dans ce qu'on peut voir comme étant un module ECMAScript. On a ensuite l'identifiant d'un module. Là, ça va être le import quelque chose from, et donc c'est toute la chaîne de caractères qui est dans le from. C'est vraiment le nom finalement de votre module qui est souvent en lien avec quand même le nom du fichier, mais on va le voir pas toujours. On a ensuite la notion de hook. Donc là, dans ce cadre-là, ça fait référence à une fonction qui va permettre de se brancher à différents moments dans Vite pour pouvoir y faire différentes choses. Et puis enfin, on a la notion de modules virtuels qui sont finalement des modules ECMAScript, mais qui n'existent pas sur le disque. Et ça, pareil, on le détaillera juste après. Ce qui est intéressant, et ça c'est vraiment un petit secret, il faut vraiment que ça reste entre vous et moi, c'est hyper important que personne ne le sache, c'est que dans Vite, tout est plugin. Toutes les fonctionnalités de Vite sont des plugins. Et tout à l'heure, on va en explorer un, on va explorer l'un d'entre eux, donc vous pouvez déjà présent, soit via le QR code ici, soit via l'application tout à l'heure, choisir lequel vous voulez qu'on explore. Donc dans Vite, par exemple, la gestion des fichiers HTML, c'est un plugin qui s'en occupe. Si vous voulez utiliser du JSX, c'est directement built-in dans Vite avec justement un module. Le CSS, avec le support du HMR, des modules CSS et aussi tous les préprocesseurs, notamment SAS ou SCSS, c'est fonctionnel dans Vite par le biais de plugins. Les assets statiques et notamment le rajout de hash pour invalider les caches, c'est aussi géré par le plugin. Le JSON, les glob import, les dynamic import, tout ça c'est built-in. Et puis le WebAssembly, le WebWorker, en fait vous n'avez rien à faire. Pareil, encore une fois, ce sont des plugins qui s'en occupent. Et donc ensemble, vous avez décidé qu'on n'explore aucun. Eh ben c'est pas grave, on va prendre le premier. Si ça se trouve, c'est moi qui ai tout pété. Donc sur le premier, on va explorer donc le CSS dans les modules ECMAScript. Ça, c'est un truc, il faut vraiment qu'on en parle parce que, en vrai, dans le JavaScript, ça ne marche pas. On ne peut pas importer un fichier style.css. Et pourtant, avec Vite, ça marche très bien. Parce qu'en fait, le navigateur, il se fout de l'extension tant que vous lui envoyez du JavaScript. Mais ça veut dire qu'on lui renvoie du JavaScript? Ok, bizarre. Ce que je vous propose, c'est qu'on se mette dans l'inspecteur de notre navigateur et puis qu'on regarde justement un petit peu ce que nous renvoie Vite. Donc on charge au tout départ notre fichier index.html, dans lequel on a, comme tout à l'heure, le client Vite et le main.ts. On va ensuite charger le main.ts, qui va derrière charger le style.css. Et puis, dans le style.css, on va retrouver justement du JS. Et puis si on cherche un petit peu, ici on voit notre CSS, on a un root primary color qui est de cette couleur-là, un secondary color, mais on a autour
plein de JavaScript, et ça, c'est Vite qui s'en occupe à travers son plugin qui gère le CSS. Ok, trop chouette. On va prendre 30 secondes pour respirer un petit peu et on va faire un petit récap de tout ce qu'on a vu. Donc on a vu que Vite, c'était 3 choses. C'était un serveur web pour le développement, donc qui permettait de gérer des requêtes et derrière de transformer les fichiers à la demande. Que c'était aussi un bundler pour la production pour pouvoir transformer votre code pour qu'il soit utilisable par vos clients. Et puis surtout, c'est un système de plugins qui vous permettent d'étendre ses fonctionnalités et de lui faire tout ce que vous voulez. Trop bien, trop bien. On sait maintenant beaucoup de choses sur Vite, et on a dit qu'on pouvait créer des plugins pour lui faire tout ce qu'on veut. Ok, mais ça veut dire quoi, lui faire tout ce qu'on veut? Ben, ce que je vous propose, c'est qu'ensemble, on crée notre premier plugin. Un plugin, c'est simplement une fonction qui va retourner un objet. Et puis, comme on aime bien donner des petits noms aux choses, on va lui donner un petit nom à ce plugin et on va l'appeler myPlugin. Ensuite, vous avez 3 hooks, 3 méthodes qui vont vous permettre de rentrer dans le cycle de vie et d'agir sur la requête et les différentes requêtes. Vous avez le hook resolveID, le hook load et le hook transform. Et voilà, vous venez de faire votre premier plugin. C'est pas mal, non? Alors c'est pas mal, moi j'aime bien, mais il fait rien. Donc ça sert à rien. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se plonge dans chacun des hooks pour comprendre ce qu'ils font. Le premier, resolveID, c'est le plus perturbant. Ce qui nous permet de faire, c'est de récupérer l'identifiant d'un module et de le renvoyer, ou d'en renvoyer un nouveau. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il fait. Alors, dit comme ça paraît un peu pas très utile, un peu flou, mais c'est normal, c'est toujours l'effet qu'il fait la première fois qu'on le rencontre. Le deuxième hook, c'est load. Lui, il va récupérer l'identifiant d'un module, et puis il va venir récupérer, derrière, renvoyer son contenu. Donc on va passer de l'identifiant d'un module à son contenu. Là, par exemple, on va venir lire avec l'identifiant du module le système de fichiers. Mais il n'y a rien qui nous empêche d'aller lire une API, par exemple, et de récupérer le contenu de l'API et de le renvoyer. Et plus zinzin encore, il n'y a rien qui nous empêche de renvoyer du code dans une chaîne de caractères. Ça, finalement, c'est un module ECMAScript. Tout ça, c'est 3 cas qui sont parfaitement valides. Et puis enfin, le dernier hook, c'est transform. Celui-là, il va récupérer à la fois le code du module, à la fois son identifiant, et puis il va venir faire des changements, des transformations. Là, par exemple, c'est un cas simple, on va venir remplacer foo par bar. Cas un peu plus complexe, si c'est un fichier vu, dans ce cas-là, on transforme le fichier SFC en JavaScript pour que ce soit compréhensible par le navigateur. Alors tout ça, c'est très chouette, mais on n'avait qu'un plugin. Comment on gère quand il y a plusieurs plugins? Ce que je vous propose, c'est qu'on se plonge dans la pipeline de Vite. Dans cette pipeline, on retrouve nos différents hooks, resolveID, load et transform. Et puis, pour chacun des hooks, on va retrouver 2 plugins, vue plugin et custom plugin. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être une requête. On va être la requête app.vue, et puis on va commencer tout en haut, et puis le système, ce qu'il va faire, c'est que pour chacun des hooks, il va itérer sur chacun des plugins, et puis à la fin, on va ressortir, on va être une réponse, et on va être envoyé au navigateur. Et nous, ce qu'on va regarder, c'est l'input et l'output pour chacun des plugins. Donc on est une requête. On arrive ici, et on rencontre resolveID. On rentre dans resolveID, et on a le resolveID de vue plugin qui se fait exécuter. Il a en input app.vue, et il décide de renvoyer app.vue dans son output. Du coup, le système, ce qu'il va faire, c'est qu'il va complètement skip custom plugin. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis ensuite, ça continue, on rencontre load, on rentre dans load, on voit que vue plugin, on l'exécute, et en input, on prend l'output de tout à l'heure, donc notre app.vue, et là, on va venir charger le fichier depuis le disque, et on voit, c'est un composant vue standard. Et là, pareil, custom plugin, on le skip. Dommage pour lui. Et puis ensuite, on rencontre transform, et là, on va récupérer le code et l'ID. Dans le code, on a notre composant vue qu'on a chargé juste avant. Et puis, on le voit, il se fait transformer en JavaScript pour le navigateur. Et puis ensuite, là, par contre, custom plugin peut être exécuté. Et il va récupérer en input l'output du plugin précédent. Et puis lui-même pouvoir faire différentes transformations avant d'être renvoyé au navigateur. Trop bien. C'est trop bien, mais tout ça, ça reste dans mes slides. Et ce qui serait quand même super pratique, c'est que vous puissiez, dans vos projets qui utilisent Vite, visualiser aussi toute la pipeline et visualiser toutes les transformations qui peuvent être faites par les différents plugins.
Et ça tombe bien, parce qu'on a un plugin qui s'appelle Vite Plugin Inspect qui vous permet de faire exactement ça. Si on cherche par exemple un fichier CSS, hop là, eh ben, on a ici toute la stack de plugins par lequel il passe. Et on voit qu'on passe de rien à le fichier chargé depuis le disque avec le hook load. Et puis ensuite, on a un hook, enfin on a d'autres plugins ici qui vont venir transformer le CSS en JavaScript. Et il va se passer pareil pour nos fichiers vus, hop, où on va venir charger le fichier vu depuis le disque. On passe de rien au fichier vu à ensuite le fichier vu à un fichier JavaScript, juste ici, qui sera compréhensible par le navigateur. Ça, je vous le recommande de l'installer, ça permet vraiment de comprendre ce qui se passe dans Vite. En tout cas, moi, ça m'a été très utile. Mais dans un plugin Vite, en fait, on peut faire beaucoup plus. On peut carrément s'inscrire dans l'ensemble du cycle de vie de Vite. Et donc, on va avoir différentes méthodes pour faire ça. On va avoir la méthode config, qui va nous permettre de modifier la configuration depuis un plugin, ici, par exemple, en assignant src à root. Ou on va carrément pouvoir récupérer la config résolue et la stocker pour pouvoir l'utiliser plus tard dans notre plugin avec le hook config resolved. Et puis ensuite, on va pouvoir utiliser les hooks build start et build end qui respectivement vont fonctionner au moment où Vite démarre et au moment où Vite s'arrête, qui vont nous permettre par exemple pour le premier un petit peu de préparer le terrain, de générer des fichiers de type par exemple, et pour le second de faire des side effects comme la génération de sitemap. Et tout ça nous permet de nous inscrire dans le cycle de Vite. Bon, c'est cool, on a à peu près toutes nos briques de base. Moi, là, j'ai un peu l'impression d'être avec ma boîte de Lego, j'ai tous mes Lego, mais on m'a pas filé un notice, quoi. On m'a pas dit comment on faisait un plugin. Donc là, j'ai toutes mes briques, mais qu'est-ce que j'en fais? Comment je les utilise pour de vrai? Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ensemble 2 plugins qui vont nous permettre de mieux comprendre comment assembler tout ça ensemble dans un vrai projet. Le premier, ça va être Simple Transform Plugin. Ce qui nous permet de faire, c'est simplement de transformer très facilement un petit contenu dans un fichier main.ts. Donc pour ça, on a toujours notre navigateur, on a Vite et on a notre système de fichiers. Dans le système de fichiers, on a un main.ts dans lequel on va retrouver une petite application très simple, ça tient en 5 lignes, et dans lequel on a un build time ici, on a une petite constante sur laquelle on aimerait en réalité non pas avoir cette string-là, mais avoir l'heure à laquelle ça a été build. Du coup, pour ça, ce qu'on va faire, c'est un petit plugin Vite. Ce plugin Vite, c'est donc une fonction qui envoie un objet. On lui donne un petit nom, parce qu'on aime bien donner des petits noms de choses, et ensuite on va servir du hook transform, qui va nous permettre de récupérer le contenu du code de main.ts et de remplacer notre build time par la date. Et si on s'inscrit dans les logs du navigateur, ce que ça nous donne, c'est tout simplement qu'on passe de notre build time à une vraie date qui est injectée par Vite au moment où c'est build. Donc ça, c'était pour notre premier plugin, et on va s'en faire un petit second pour voir un petit peu plus de complexité. C'est le External Markdown Loader. Lui va nous permettre de charger du Markdown depuis une URL externe, de le transformer en HTML et de l'injecter dans notre application. Donc pour ça, on va reprendre notre visualisation. On a notre navigateur, notre système de fichiers Vite au milieu. Dans notre main.ts, on a simplement un import vers dailynews.md. Et puis ensuite, on va récupérer cet HTML-là et on va l'injecter dans l'inner HTML de notre application. Si on regarde un petit peu notre système de fichiers, le dailynews.md, il n'existe pas du tout. Il n'existe pas, mais on va le créer. Donc pour ça, on va se faire un petit plugin Vite, et avant, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans les logs du navigateur. Si on regarde dans le main.ts, on a bien donc notre import ici. Là, il n'y a pas de changement, on ne transforme pas le fichier en tant que tel, mais on voit, le navigateur a fait bien un import de dailynews.md qui lui contient de l'HTML qui est exporté, qui va pouvoir être injecté dans notre application. Donc pour faire ça, notre plugin Vite, pareil, c'est une fonction qui renvoie un objet dans lequel il y a un petit nom, parce qu'on aime bien donner un petit nom aux choses. Et puis ensuite, on va utiliser le hook load, qui va nous permettre, si jamais l'import finit par .md, qui va nous permettre d'aller charger ça depuis une API. Donc on a la requête qui arrive, c'est un .md, ok, bah dans ce cas-là, on fait une requête vers une API qui va nous renvoyer du Markdown, et nous, on récupère son texte. Et puis ensuite, on va rajouter le hook transform qui, pareil, si c'est du Markdown, va nous permettre de rendre ce Markdown-là en HTML, et puis on va le mettre comme ça dans une string, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'on va renvoyer. Et on le voit, c'est le même contenu que tout à l'heure.
Et ça nous permet d'injecter dans notre application de l'HTML chargé à partir de Markdown. Ok, trop bien. On a vu donc ce qu'était Vite, on a construit notre premier plugin ensemble, on a fait 2 démos pour comprendre un petit peu ce que c'était qu'un plugin et comment ça fonctionnait. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit récap de tout ce qu'on a vu. Donc un plugin Vite, c'est 3 choses. C'est donc une fonction qui retourne un objet, et dans cet objet, on lui met au moins un nom. C'est 3 hooks principaux, le resolve ID, load et transform pour agir notamment sur les requêtes. Et le plus utilisé, c'est transform. Et puis enfin, c'est aussi plein d'autres hooks qui nous permettent d'agir dans le cycle de vite, comme config, resolve, build start, build end, close bundle et encore d'autres. Et d'un point de vue code, ça ressemble à ça. On a notre fonction qui renvoie un objet avec son petit nom et les différents hooks. Il y a un petit concept qu'on a vu juste avant dans l'un des exemples, mais qu'on a même vu un petit peu plus tôt. On a vu qu'on pouvait renvoyer, enfin qu'on pouvait déjà charger des imports de trucs qui n'existent pas. On l'a vu, le dailynews.md n'existe pas dans notre projet, et pourtant on a réussi à le charger. Et puis même, on a à plusieurs reprises renvoyé des chaînes de caractères. C'est quand même bizarre. En fait, ça, c'est un nom, et c'est de la virtualisation. Et on peut créer des plugins pour virtualiser des modules ECMAScript. Et c'est même, on peut le faire, et en fait, c'est carrément un concept qui est hyper utilisé dans l'écosystème, et c'est ce qu'on va voir là, parce que c'est très, très pratique. Donc pour ça, on va reprendre un petit peu notre visualisation et on va regarder un petit peu ce qu'on a dans nos fichiers. Dans notre fichier main.ts, on va avoir l'import de virtual.myplugin. Très bien. Si on regarde dans notre projet, il n'y a pas de fichier qui s'appelle virtual.myplugin. Si on regarde le package.json, on n'a pas non plus de dépendance qui s'appelle comme ça. Et pourtant, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que Vite est capable de le faire. Vite est capable de le faire, et si on regarde un petit peu le navigateur, on se rend compte qu'on a effectivement une requête qui part, et une réponse du coup, qui part vers Vite et qui contient bien virtual.myplugin, qui est simplement préfixé par un @id x00. Mais on l'a là, et si on regarde un petit peu dedans, on a une chaîne de caractères qui nous renvoie du JavaScript tout à fait valide. Et ça, c'est un plugin Vite qui permet de le faire. Et moi, le jour où j'ai compris ça, c'était fou. Parce qu'on est capable de renvoyer du coup des fichiers qui n'existent pas. Et en fait, ça nous ouvre tout un nouveau monde qu'on va explorer ensemble. Par la suite, on va explorer un vrai plugin. Et vous pouvez scanner le QR code pour justement choisir lequel, si je ne me suis pas loupé et que ça fonctionne. Donc pour construire un plugin Vite, c'est un plugin qui nous permet de faire de la virtualisation. Tout commence par un plugin Vite traditionnel. Donc une fonction qui envoie un objet avec son petit nom. Ensuite, on va utiliser le hook resolveID qui permet de récupérer l'identifiant d'un module. Et si on trouve l'identifiant de notre module, à savoir virtual.myplugin, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'avec resolveID, on va renvoyer ce nom-là, simplement le préfixer par un anti-slash 0. C'est une convention dans Vite et dans Rollup. Et puis ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est charger. Si on trouve notre identifiant, utiliser le hook load plutôt, et si on trouve notre identifiant, on va venir retourner une chaîne de caractères, celle qu'on a vue tout à l'heure, qui doit être du JavaScript valide, qui va être renvoyé au navigateur. Et avec ça, vous avez fait votre premier module virtuel. Mais c'est un peu pénible à faire. Et donc, on a, parce qu'aujourd'hui dans Vite, il y a des plugins pour tout, on a un plugin qui nous permet qui nous facilite la vie là-dessus, qui s'appelle Vite Plugin Virtual, qui est un plugin que vous installez dans votre projet et qui est très simple à utiliser. Il va prendre un objet où la clé va être simplement le nom du module à importer et où la valeur va être une chaîne de caractères, une string ou n'importe quoi d'autre, ou une fonction qui va vous permettre derrière de renvoyer de la valeur dans votre projet. Donc là, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer virtual.git.commit et on va faire tourner un sous-process pour récupérer le dernier hash du commit. Et puis, c'est aussi possible de récupérer des données depuis une API. Où là, par exemple, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller récupérer les données d'une API, récupérer son JSON et puis simplement le mettre dans un fichier JavaScript standard pour pouvoir la réutiliser. Et avec ça, vous pouvez en fait faire tout ce que vous voulez. Là, il n'y a plus beaucoup de limites, si ce n'est votre imagination. Et ce qu'on va aller voir ensemble, puisque visiblement mon système a décidé de très bien fonctionner. Ah, on les a.
Donc, ce qu'on va aller voir ensemble, c'est vue routeur. Ah non, c'est celui-là, Icon Plugin. Donc, Icon Plugin, c'est un plugin qui va vous permettre de faire ce qu'on va voir là, à savoir que vous pouvez importer des icônes, juste ici, depuis un import qui est tilde icône slash le nom de la librairie et ensuite le nom de l'icône. Et on le voit ici, on peut l'utiliser en tant que composant vue et ça nous rend ces choses-là. Ce qui est hyper chouette, c'est que vous pouvez aussi le faire dans vos projets React, dans vos projets Angular, n'importe lesquels, ça fonctionnera très bien. Et ça, comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec un plugin Vite. Donc notre plugin, c'est toujours cet objet qui a un nom. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le construire ensemble pour qu'on comprenne bien les dessous de comment ça fonctionne. On va avoir à l'intérieur l'utilisation du hook resolveID, qui, au moment où il va détecter justement ce tilde icône, va renvoyer l'ID et le préfixer par un anti-slash 0, comme on l'a vu tout à l'heure, puisque ce qu'on est en train de faire, c'est de la virtualisation de modules. Et puis ensuite, on va avoir le hook load qui va récupérer l'identifiant, et si l'identifiant commence par justement cet anti-slash tilde 0, on va venir charger l'icône grâce à Iconify et la fonction load icône. Donc là, ce qui se passe derrière cette fonction-là, c'est simplement un appel à une API. On récupère l'icône en SVG et on vient le mettre dans un fichier JavaScript standard. Et derrière, du coup, on peut l'utiliser et simplement l'afficher dans nos projets. Ça vous permet par exemple d'avoir accès à plus de 200 000 icônes sans avoir à installer de package et sans avoir à bundler les 200 000 icônes dans votre projet. Et les icônes sont là au build time, donc il n'y a pas d'appel API au moment où votre projet est envoyé chez votre client. Ok, on a vu plein de choses depuis le début, on a vu comment fonctionnait Vite, on a vu comment fonctionnait sa pipeline, on a construit nos premiers plugins et on a vu même de la virtualisation de modules avec des plugins Vite. Donc ce que je vous propose, c'est un petit récap de tout ce qu'on a vu là. Donc la virtualisation en 3 points, c'est le fait que Vite puisse répondre à des requêtes avec des modules virtuels, donc des modules qui n'existent pas sur le disque et qui sont générés à la volée. La deuxième chose, c'est que pour créer des modules virtuels, les deux grands hooks qu'on va utiliser, c'est resolveID et load. Juste load. resolveID va nous permettre de prendre l'ownership sur le nom du module, en le préfixant ensuite par un anti-slash 0. Et puis ensuite, on va avoir le load qui va nous permettre de récupérer quelque part, depuis une API ou depuis ailleurs, le contenu du fichier. Et puis enfin, c'est une technique qui est utilisée dans beaucoup de modules et pour beaucoup de raisons différentes, que ce soit pour l'injection dynamique de données. Donc au build time, on ingère des données qui sont récupérées depuis, on injecte des données qui sont récupérées depuis une API. Ou carrément générer du code. Dans VueRouter, par exemple, c'est ce qui permet de générer directement tout l'ensemble des définitions de route pour que vous n'ayez pas à le faire. Ou encore plein d'autres choses. Là encore, ça dépend de tout ce que vous voulez faire. Et puis en termes de code, c'est assez simple finalement. On retrouve l'architecture classique avec une fonction qui envoie un objet avec son petit nom et notre hook resolveID et load qui vont tous les deux regarder si l'identifiant est celui qu'on cherche. Pour le cas de resolveID, simplement le préfixer par anti-slash 0. Et puis ensuite, dans le cas de load, juste ici, faire tout ce que vous voulez. Ah oui, quand même. Par la suite, ce qu'on va voir ensemble, c'est un petit peu, on va essayer d'élargir nos horizons et de voir quelles sont l'ensemble des capacités de Vite. Et on va justement en explorer une juste après, donc pareil, si vous voulez choisir laquelle, c'est tout à fait possible. Donc en fait, avec Vite, on l'a vu, on a un système de plugins qui nous permet de faire tout ce qu'on veut. Et donc dans ce tout ce qu'on veut, il y a notamment toute la partie HMR qui nous permet qui permet à Vite de mettre à jour tout ce qui se passe dans le navigateur sans avoir à changer l'état. Et vous n'avez pas besoin non plus de rafraîchir complètement votre navigateur. Vous avez toute la partie aussi middleware, parce que comme Vite, c'est simplement un serveur web, vous pouvez vous brancher dedans, mettre des middleware et servir des nouvelles pages qui n'existent pas en développement. C'est ce qui se passe avec le plugin Vite Plugin Inspect, qui nous permet de servir lui, qu'on a vu tout à l'heure, tout en étant injecté dans Vite. On a ensuite un command runner, qui va nous permettre de faire tourner des commandes directement pendant que Vite fonctionne. Donc ça va nous permettre d'automatiser des choses. Par exemple, vous travaillez avec une API, vous voulez à chaque fois que vous mettez à jour votre API, régénérer vos types, vous pouvez le faire avec cette technique-là. Vous avez aussi la possibilité de faire de la communication interprocess. Donc vous avez 2 process sur votre machine, par exemple un en Node.js, un en PHP, vous pouvez les faire communiquer. Vous avez aussi la notion de macro, qui va vous permettre de commencer d'injecter du code au build time. Et puis enfin, il y a carrément des gens qui se sont dit, attends, mais Vite, c'est quand même génial, si on le rendait carrément full stack. Et donc il y a des gens qui ont carrément développé des serveurs web pour Vite. Des serveurs web de production.
Et ensemble, vous voulez qu'on voit Nitro. Très bon choix. Hop là. Donc Nitro en tant que back-end, donc je vous le disais, il y a des gens qui se sont dit, vite quand même pour le front-end, ça marche hyper bien, c'est une infrastructure qui est super stable. Si on lui donnait carrément des capacités de faire du back-end, donc du vrai back-end dans lequel on va pouvoir créer des API, accéder à une base de données et renvoyer plein d'informations. Et bien, c'est avec Nitro que ça se fait. Pour ça, on va reprendre un petit peu une visualisation pour comprendre ce qui se passe. On a donc notre navigateur qui va venir demander une page à Vite. Vite, derrière, il va prendre la requête et il va la forwarder à Nitro. Ça, c'est le petit logo de Nitro. Et ensuite, Nitro, il va faire ce qu'il a à faire. Il va faire un appel à une API, envoyer un message quelque part, et puis il va renvoyer une réponse. Et puis derrière, Vite va venir forwarder la réponse au navigateur. Et en fait, tout ça fonctionne à l'aide d'un plugin Vite. Dans ce plugin Vite, donc on a toujours cette fonction qui renvoie un objet dans lequel on a un petit nom. Et on va utiliser le hook qu'on n'a pas vu, mais qu'on découvre ensemble, qui s'appelle configure serveur. Dans ce hook-là, on va venir récupérer le serveur. Donc en fait, on vient récupérer vraiment le serveur web de Vite, dans lequel on peut se brancher pour faire tout ce qu'on veut, et dans lequel on va venir ici rajouter un middleware. En rajoutant un middleware, on a accès aux requests, aux responses et au next, si on veut faire des middleware. Et donc là, ce que Nitro va faire, c'est un code très simplifié de Nitro, mais c'est comme ça que fonctionne Nitro. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir regarder si la requête ici, elle est pour lui. Donc par exemple, dans Nitro, on va dire tout ce qui commence par /API, c'est pour moi. Donc on se branche dans Vite, on regarde si ça commence par /API, et si ça commence par /API, dans ce cas-là, on forward la request à Nitro. Et si ce n'est pas le cas, simplement, on continue la chaîne de middleware tout à fait classique, et donc c'est Vite après qui s'occupe de gérer la requête et de dérouler tous les plugins comme il en a besoin. Et avec ça, vous pouvez rajouter toute la partie back-end, full stack, à votre serveur web Vite. Et donc, si on prend un petit pas de côté sur tout ce qu'on a vu, puisqu'on a quand même vu ce qu'était Vite, comment fonctionnait Vite, toute la partie bundler, toute la partie pipeline. On a vu qu'on pouvait importer du style .css par exemple, qu'on pouvait importer des modules virtuels, qu'on pouvait réagir à des changements de fichiers, qu'on a pu réagir aussi quand il y a des requêtes HTTP. Et de l'autre côté, dans Vite, qu'on avait qu'on avait dans notre pipeline 3 grands hooks qui étaient Resolve ID, Load et Transform. En fait, depuis le début, on parle de la même chose. C'est la même pipeline et les fichiers ils passent par le même endroit. Tout ça, ça nous permet donc d'avoir des plugins qui vont nous permettre de gérer le CSS, le JSX, Vue, les images et même le Markdown. Et puis, on va pouvoir derrière avoir des modules qui vont nous permettre de générer des plugins plutôt qui vont nous permettre de générer des modules à la demande. On l'a vu avec les icônes ensemble, mais on aurait très bien pu le voir pour VueRouter. TanStack Router fait la même chose, ou carrément des datas virtuelles récupérées depuis une API, ou l'injection de données au build time, comme le dernier commit de votre projet. Et puis enfin, tout ce qui tourne autour de la pipeline, on l'a vu ensemble aussi, donc toute la partie HMR, middleware, les commandes, on a vu ensemble Nitro pour le back-end. On aurait pu se plonger aussi dans tous les hooks du cycle de vie de Vite. Et donc, si on doit retenir quelque chose de tout ça, c'est le fait que finalement, Vite, c'est vraiment une pipeline entre vos fichiers et le navigateur. Et que pour chaque requête qui passe dans Vite, derrière, le fichier peut être transformé à la volée avant d'être envoyé au navigateur. Et puis enfin, on a des plugins qui nous permettent de récupérer, ou plutôt de créer, des modules qui n'existent pas, pour faire un petit peu tout ce qu'on veut, on l'a vu, notamment des routes, des icônes et plein d'autres choses. Et puis finalement, le truc le plus important à retenir, c'est qu'avec des plugins Vite, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, de la transformation de code jusqu'à rajouter un back-end pour votre production. Donc ensemble, on a vu quand même sacrément beaucoup des choses, et je trouve ça super chouette, puisque avec tout ça, vous avez finalement toutes les clés qu'il vous faut pour créer vos premiers plugins. On a vu le Resolve ID, le Load, le Transform qui sont les 3 hooks principaux. Et puis ensemble, on a vu le Configure Server. On aurait pu voir le Handle Update pour faire justement le Command Runner. Mais avec tout ça, vous avez toutes les clés pour créer vos premiers plugins. Pas mal. Avec tout ce qu'on a vu ensemble, globalement, vous êtes fin prêt à créer vos premiers plugins. Mais là, je vais vous donner 2 petits trucs pour vraiment aller plus loin si vous en avez envie.
Dans Vite, les plugins ils sont exécutés dans l'ordre dans lequel on les enregistre. Donc ici, on va avoir vue plugin qui va être exécuté, puis ensuite custom plugin, puis ensuite another plugin. On peut jouer sur cet ordre-là avec la clé enforce qui nous permet de dire dans quel ordre on les veut dans la pipeline. Donc ici, on a le plugin another plugin qui est en enforce pre, donc qui va être joué en premier, et puis ensuite on va avoir vue plugin qui est joué en second, et enfin le enforce post qui est joué en dernier. Second tips, quand aujourd'hui on veut filtrer un petit peu dans un hook les différents identifiants, ben, on va le faire directement dans le hook. Donc on va regarder, est-ce que mon identifiant il termine par vue? S'il ne termine pas par vue, bon, ben, on passe au suivant. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut quand même exécuter le hook. Alors jusqu'à présent, ça ne posait pas trop de problème, mais avec le passage vers Rolldon, il y a un overhead qui se crée entre Rust et Node.js. Du coup, pour faire ça, aujourd'hui, c'est possible d'utiliser plutôt un filtre en amont à l'aide d'une regex, et comme ça, votre hook, il est plus appelé. Et vous avez un gain de performance. Voilà, c'était ça pour les deux tips, mais là, ce qu'on a vu en 45 minutes, et ce qui est génial, c'est qu'on a vu tout ce qu'il vous faut pour écrire vos premiers plugins Vite. Et vous pouvez, ensemble, créer vos premiers plugins Vite, et pour ça, félicitations. Merci à tous, c'était Esteban, et je serais très ravi de pouvoir lire un petit feedback. Merci à tous les emojis. Et sinon, on se retrouve sur Internet. Et si vous avez des questions, eh bien, écoutez, c'est le moment. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, là, justement. Vas-y, vas-y. Ouais. Donc la question, c'est pour la partie icône sur le module icône qu'on a vu tout à l'heure, c'est un peu chaud niveau sécurité parce que ça va taper une API sur laquelle tu n'as pas la main et ça peut injecter des scripts dans ton application. C'est possible. Le truc avec Iconify, c'est que tu peux le self-hoster si tu as envie. Et après, il y a de mémoire dans Iconify, dans le load, des mécanismes de protection, mais tout est reviewé à la main et tu peux aller voir tous les repos de tout ce qui est chargé. Donc il y a un risque qui existe, mais qui est maîtrisé. Ouais. Ouais. La question, c'est est-ce qu'il y a des musées des horreurs dans les plugins Vite, puisqu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Sûrement. Sûrement, mais en fait, du coup, c'est des plugins qui ne sont pas utilisés. Et donc, ce qui est chouette aussi, c'est que comme Vite est construit sur ses propres plugins, ben, si tu veux savoir les bonnes pratiques, tu vas voir les plugins de Vite. Et là, tu as les bonnes pratiques et tu as tout dans l'écosystème, tu as des plugins qui sont extrêmement utilisés, qui te permettent aussi de voir toutes les bonnes pratiques. Et auditer un plugin Vite, c'est vraiment pas très compliqué. Donc tu peux aussi toi-même auditer les plugins que tu installes. Donc oui, je pense qu'il y a des choses pas très bonnes, mais elles ne sont pas utilisées, donc c'est pas très grave. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. La question, c'est est-ce que ça prend du temps passer de Webpack à Vite? Ça dépend de ton projet Webpack. Ça dépend des fonctionnalités que tu utilises dans Webpack et des plugins que tu avais pu installer dans Webpack ou créer à la main. Normalement, c'est pour des applications dans lesquelles tu n'as pas fait trop de customisation, c'est possible de transitionner assez simplement, mais tu peux quand même avoir des comportements qui divergent. Tu peux avoir des plugins qui n'existent pas, qui n'ont pas été réécrits ou qui ont été réécrits mais qui fonctionnent différemment. Donc là, c'est vraiment au cas par cas de voir les choses. Et je sais que sur Webpack, l'utilisation qui est beaucoup faite, c'est avec le module Federation, qui est de mémoire pas dispo sur Vite ou de manière difficile ou dans un autre écosystème avec un plugin. Il y a un plugin, on me dit, dans l'oreillette. Voilà. Donc c'est au cas par cas. Désolé, j'ai pas de réponse plus précise. Ouais, vas-y. Du coup, la question, c'est est-ce que dans les imports d'Iconify, donc quand on changeait le tilde icon slash le nom de la librairie, et ainsi de suite, est-ce qu'on a de l'autocomplete? Pour le cas des icônes,
tu as une extension VS Code, mais ça répond pas exactement à la question. Euh, je- les cas des icônes précisément, je ne sais pas. Je ne saurais pas te dire pour les icônes. Ce que je peux te dire, c'est que tu as des paquets qui vont te fournir soit des DTS directement dans leur package que tu vas mettre dans ton TS config, soit qui vont te générer un DTS quelque part, notamment dans les node modules, pour te fournir de l'autocomplete. Donc c'est pas parce que, mais la question est hyper intéressante, c'est pas parce que le module n'existe pas que tu n'as pas d'autocomplétion. Ouais. Bah, ça peut marcher parce que dans la déclaration de tes types, ça m'arrive de faire ça. Et en fait, tu le préfixes par quelque chose qui est statique. Et ensuite, dans la déclaration de tes types, du coup, tu peux juste dire, bah, en fait, là, dans la suite, je sais pas la suite. Et du coup, tu pourras typer tous les trucs qui sont préfixés par ton préfixe. Et donc, tu pourras quand même avoir de l'autocomplétion. Et du coup, la suite de la question, c'est est-ce qu'il les importe, est-ce qu'il les fetch dans les imports? Ouais, 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 ouais. Oui, oui, puisqu'au moment où au moment où tu builds ton application, c'est l'avantage des modules de ECMAScript, c'est que les imports ils peuvent être résolus au build time. Donc ça va quand même fonctionner, mais euh, il, ça fonctionnera pas. Après réflexion, non, il faudrait effectivement que ton application tourne, donc qu'elle soit exécutée. Je viens d'avoir le cas d'usage. C'est si, imaginons, tu as un tableau et tu fais un import de chacun des composants sur le tableau de chaîne de caractères. Là, effectivement, ça ne marchera pas puisque il faut que quand même ton code soit exécuté pour aller chercher les icônes. Dans ce cas-là, dans le cas du plugin d'icônes, tu peux mettre une safe list. J'ai aucune idée de s'il reste du temps, donc je pense qu'il reste peut-être du temps si vous avez des questions. Il reste 2 minutes. Donc, ouais, ouais, l'IDE va te dire il y a une erreur, mais toi tu peux rajouter un fichier que tu vas appeler dailynews.d.ts plutôt, dailynews.d.ts. La question étant, l'IDE va pas râler à cause de l'import qui n'existe pas, et donc la réponse c'est tu peux écrire un fichier dailynews.d.ts dans lequel tu vas déclarer que dailynews.md est un module valid qui retourne en default une string. Et là, il n'y a pas de problème. Si tu veux aller plus loin, tu peux même générer ce truc-là à partir de ton import et ainsi de suite, mais tu peux faire en sorte qu'il râle pas. Sinon, tu mets un ignore. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question? Non? Eh bien, c'est tout bon. Merci beaucoup.